Bonjour, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Il a pour thème « Vers une société sans cash ». La question que nous allons nous poser, c'est de savoir si à court ou long terme, nous allons basculer vers une société où l'économie va amener une suppression du cash. Qu'est-ce que cela peut impliquer pour nous et quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place face à cela. Lorsque nous voyons un petit peu les tendances, non pas seulement au niveau de l'Europe, mais également au niveau international, au niveau mondial, nous voyons que l'existant, le cash, est en train de diminuer, l'utilisation du cash est en train de diminuer au profit du mobile et également de l'Internet. Ces deux derniers prennent une part de plus en plus importante, pas seulement en Europe, mais également au niveau mondial. La question que nous allons nous poser dans un premier temps, c'est de savoir où va l'économie. Nous avons connu une crise très importante en 2008. Est-ce qu'une nouvelle crise peut avoir lieu à court terme et quelles peuvent en être les conséquences? Au mois d'août 2017, donc c'est tout récent, l'Europe a donné le feu vert au rachat de Banco Popular par l'une des plus grosses banques espagnoles, Santander. Donc la Commission européenne a autorisé ce rachat de cette banque qui était au bord de la faillite pour 1 euro symbolique. Et nous pouvons lire donc dans cet article, la dépêche d'AFP, que ce rachat s'est effectué dans le cadre d'un nouveau mécanisme d'intervention de la BCE qui avait déjà reçu l'approbation de la Commission. Il avait évité un sauvetage avec de l'argent public. C'est-à-dire grâce à ces nouveaux mécanismes, on a pu éviter de justesse un sauvetage qui aurait pu se faire avec de l'argent public, c'est-à-dire avec les deniers des particuliers. Autre élément intéressant, c'est qu'en Italie, l'État a dû également sauver 2 banques de la banqueroute, Banco Popolare di Vicenza et Veneto Banca. Et l'État va mettre dans un premier temps un peu moins de 5 milliards, mais pourra aller jusqu'à 17 milliards d'euros pour couvrir les crédits de ces 2 banques. Et l'État a précisé, ce sauvetage est en faveur des détenteurs de comptes courants, des épargnants, donc de ceux qui travaillent dans ces banques, en faveur de l'économie de ce territoire et en fin de compte de la bonne santé de notre système bancaire. Et ce sauvetage peut permettre à l'Italie de régler à sa manière cette crise, dernière en date, d'un secteur bancaire italien qui ploie sous les créances douteuses, qui représente le tiers du total dans la zone euro. C'est-à-dire que l'ensemble des créances douteuses de la zone euro, donc c'est 100%, un tiers est détenu par l'Italie. Nous allons voir quel est le montant global de ces créances douteuses au niveau de l'Europe. Et dans cet article, nous voyons que ces créances sont environ chiffrées à 360 milliards d'euros. Donc, les dettes des banques italiennes, au niveau des créances douteuses, se chiffrent à environ 360 milliards d'euros. Donc, si ces 360 milliards d'euros représentent un tiers des créances douteuses de l'ensemble de la zone euro, nous arrivons à un total de 1200 milliards de créances douteuses. Je ne sais pas si vous imaginez ce chiffre, il est colossal. Dans cet autre article économique, nous apprenons que 70% des banques européennes sont en état de quasi-faillite. Et ça a amené l'Union européenne, il y a quelques semaines, fin juillet, le 31 juillet 2017, de se réunir et de mettre en place un éventuel gel préventif des comptes des particuliers afin d'éviter des ruées bancaires. Alors nous avons la Deutsche Bank, qui est une banque mondialement connue, et lorsque nous allons sur leur site, nous voyons que c'est l'une des plus importantes banques universelles au monde, qui a donc un large panel d'offres présentes dans plus de 60 pays, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que cette banque se trouve au bord d'une crise et au bord de la faillite. Écoutez cette vidéo. Les tours jumelles de la Deutsche Bank, au cœur de Francfort. Un symbole de l'économie allemande qui vacille. Des pertes de plus de 7 milliards d'euros.
200 agences contraintes à la fermeture. 8000 procédures judiciaires qui pourraient plomber les comptes. Donc les États membres envisagent des mesures qui pourraient permettre de geler provisoirement les comptes des déposants, et ceci afin d'éviter les ruées bancaires comme on a pu la voir donc dans certains pays, notamment en Chypre, la Grèce plus ou moins, donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que William White, qui préside le comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement de l'OCDE, donc il est également l'ancien chef économiste de la BRI, donc c'est la Banque des règlements internationaux, a pu déclarer « Nous avons épuisé toutes nos munitions macroéconomiques pour lutter contre les crises économiques. Lors de la prochaine récession, il sera de plus en plus évident qu'une partie de ces dettes ne seront jamais remboursées, et cela sera très inconfortable pour beaucoup de gens qui pensent que leurs actifs valent quelque chose. » Et là, nous avons une confirmation. Les banques européennes ont déjà admis qu'elles avaient 1000 milliards de dollars de créances. Nous avons vu qu'on était plus proche même des 1200 milliards. Et l'article déclare, elles n'ont probablement pas révélé l'ampleur réelle de leurs créances à risque. De nouveaux sauvetages de banques sont donc à prévoir en Europe. Donc vous voyez que ce n'est pas fini. Donc, si nous avons, je dirais, sur l'ensemble de la zone euro, un total de 1200 milliards de créances douteuses, voire peut-être même un peu plus, cela nécessite d'avoir un besoin de cash. C'est-à-dire que la suppression du cash va rapatrier l'épargne au niveau européen, tout l'argent qu'on a pu mettre de côté en cash, et donc ça permettra de ne fonctionner que sur du virtuel. Donc cela peut apporter dans un premier temps une bouffée d'oxygène au niveau de l'économie européenne, et puis on pourrait même dire mondiale. Dans cet autre article, nous voyons que aux États-Unis, nous avons assisté à la 6e faillite, ça c'est au mois de mai, d'une banque américaine en 2017, donc en moins de 5 mois. Et lorsqu'on fait le rapport, donc en 2017, donc sur ces 5 mois, nous avons ces 6 faillites. En 2016, sur l'ensemble de l'année, il y en avait eu 5. 2015, 8. 2014, 18. 2013, 24. 2012, 51. 2011, 92. 2010, 157. 2009, 140. 25 en 2008, etc. Et on voit qu'après la crise de 2008, ça s'est amplifié et ça commençait à retomber. Et là, on voit qu'on est en train de remonter, malheureusement, au niveau du nombre de faillites des banques. Alors, les États-Unis ne sont pas les seuls. Lorsqu'on peut voir donc la situation en Russie, par exemple le 13 juillet, nous avons également une succession de faillites bancaires en Russie, avec notamment l'effondrement de la fameuse banque Yugra, qui a amené l'État à verser l'équivalent de 2,5 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est une somme colossale. Donc, on sait qu'en 2016, on a décidé de mettre à contribution les épargnants, c'est-à-dire vous et moi, et au lieu de garantir l'argent qui peut être mis sur un compte, on a plafonné cette garantie à 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez 500 000 euros, il y a une crise économique, votre banque, n'est plus capable de rembourser, c'est par rapport à des créances douteuses qu'elle peut détenir, elle peut ponctionner, c'est-à-dire entre 500 000 et 100 000, donc prendre jusqu'à 400 000 euros sur votre compte. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a confirmation de cela, avec la revue Capital, les banques peuvent-elles vraiment vous piquer votre argent en cas de faillite? Nous avons la confirmation, une banque en cas de grosses difficultés, peut-elle ponctionner? Question, c'est un élément que tous les clients n'ont pas à l'esprit, mais la réponse est oui. En cas de faillite, les clients particuliers d'une banque sont considérés comme des créanciers au même titre que toutes les entités auxquelles l'établissement doit de l'argent. On a même eu la situation à Chypre où, des banques devaient rembourser et se sont saisies de biens, de biens immobiliers
qui n'étaient pas finis de payer par des particuliers. Et vous voyez tout le danger, je dirais, d'avoir une maison, même si elle est payée à 90%, tant qu'elle n'est pas totalement, tant que le crédit n'est pas totalement remboursé, la banque est toujours propriétaire de votre bien. Et donc, à Chypre, des banques se sont saisies de biens de particuliers. Ils avaient pu rembourser, par exemple, à 60-80% et autres. S'ils n'étaient plus à même capables de faire face aux échéances, les banques pouvaient se saisir de leurs biens. Et donc, la Commission européenne appelle à limiter l'utilisation du cash dans toute l'Union européenne. Alors, l'un des objectifs, c'est de frapper le terrorisme. Ça, c'est le premier élément. Mais l'autre objectif, c'est de faire face à un besoin en financement. Donc c'est cette tendance, et ce qui est très intéressant de voir, c'est que cette tendance est en train de se mettre en place au niveau mondial. Donc nous allons voir dans un premier temps ce qui se met en place sur la zone Amérique, États-Unis, Canada, dans un deuxième temps au niveau de l'Europe, et ensuite sur le reste du monde. Nous allons voir que c'est une tendance qui est vraiment générale. Alors, une société sans cash est-elle possible? Et la question que se posait donc cet article en 2014, c'était de savoir si Israël allait être le premier pays à supprimer l'argent liquide. Et on va voir que depuis, de nombreux pays, se sont préparés à cela et aujourd'hui sont prêts à fonctionner et en supprimant le cash. Donc la mort du cash et des banques telles que nous les connaissons. Donc le Canada développe un projet de monnaie numérique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au Canada, nous pouvons lire, la guerre qui a cours actuellement contre le cash connaît un développement choquant. Pourquoi? Parce que connu sous le nom de code de projet Jaspar, il pourrait signifier la fin de la banque telle que nous la connaissons. Et au mois de juin donc 2016, on apprenait que le Canada était en train de travailler sur l'introduction d'une version numérique de sa monnaie. Et ce projet, très intéressant, était tenu confidentiel, mais des slides, des réunions de la Banque du Canada sont parvenus au Financial Times qui a publié ces documents. Donc, en clair, la Banque du Canada est en train de réfléchir à la façon d'établir une monnaie qui soit garantie par l'État et basée sur une technologie numérique, et donc ce qui amène la suppression du cash. Aux États-Unis, la question que se posait USA Today en septembre 2016, vers une société sans cash, et nous avons Jay Zagorski, qui est économiste, chercheur scientifique à l'Université d'État de l'Ohio, qui déclare « Je pense que nous sommes en train de voir de plus en plus d'entreprises qui ne prennent plus de cash. » Et nous avons même cette mesure, donc c'est un article du 10 juillet 2017, la guerre contre le cash s'intensifie et la société Visa va même jusqu'à offrir 10 000 € à des commerçants qui refusent l'argent liquide. Donc on peut voir que le géant de la carte de crédit versera des milliers de dollars à plus de 50, donc c'est limité, à plus de 50 entreprises, restaurants, magasins, mais le but c'est d'interpeller et de commencer à faire comprendre que voilà, il faut que nous puissions fonctionner de plus en plus sans cash. Les Échos, donc octobre 2016, vivre dans un monde débarrassé de l'argent liquide. Eh bien, depuis 2 décennies, nous apprenons que Kenneth Rogoff, qui est ancien chef économiste du FMI, professeur à Harvard, propose de mettre fin à la production et à la circulation de la monnaie papier. Autre élément également intéressant sur quelque chose qui nous concerne un peu plus, sur la zone euro. Alors, il y a des pays qui sont prêts, beaucoup plus prêts que d'autres. Nous pouvons voir que la Suède a ouvert la voie à une révolution sans cash, et selon la Banque centrale, la Riksbank, les transactions en espèces, donc en cash, représentent à peine 2% de la valeur de tous les paiements effectués dans le pays nordique en 2015, et d'ici 2020, on pourrait non plus être à 2, mais à 0,5%. Donc on voit déjà qu'en Suède, on a pris l'habitude de fonctionner sans cash, et même l'utilisation du cash est suspect. Au Danemark,
il est quasiment plus possible de régler en espèces dans les stations-service, dans les cafés, dans les restaurants. Au Royaume-Uni, donc mai 2017, le Royaume-Uni est en passe de devenir une société sans cash. Et donc on a imprimé donc une nouvelle pièce une livre, et malgré ça, eh bien, la suppression du cash est en train de s'accélérer. Et selon une recherche effectuée par un spécialiste du paiement électronique, quasiment 60% des citoyens croient que le Royaume-Uni sera bientôt une société sans cash. Et nous avons cet article qui confirme que la Grande-Bretagne, beaucoup plus proche que jamais de devenir une société sans cash. Alors l'économiste de la Citibank, lui en 2015 avait proposé d'abolir l'argent liquide. Donc on voit que c'est vraiment une tendance qui est très très forte. Et en France, en 2015, on se posait la question, bientôt, la fin des chèques et du liquide, où le ministère des Finances encourage le paiement par carte bancaire afin de réduire l'utilisation de ces moyens de paiement historiques. Alors voici cette fameuse rencontre donc du mois de juillet, qui a eu un précédent, puisque le 23 janvier 2017, voici le document officiel d'initiative de proposition au niveau de l'Union européenne de restriction des paiements par cash. Donc voici le document toujours sur le site de l'Union européenne, initiative donc de l'Union européenne sur les restrictions concernant les paiements en espèces. Et l'objectif, c'est de recueillir en 2018 l'avis du grand public sur une éventuelle action de l'Union européenne visant donc à imposer des restrictions aux paiements importants en espèces afin de lutter contre le financement du terrorisme. Donc voilà, qu'en est-il donc pour le reste du monde ? La Chine est bien partie, ça c'est une revue donc Tendes Trends, bien partie pour devenir la première société sans cash. Et vous voyez donc au travers de ces différents articles économiques, la Suède, donc l'Angleterre, Israël, quel pays sera le premier pays à passer à la suppression du cash ? La Chine, de plus en plus, est en train de basculer vers cela. Et on voit que dans les grandes villes, le paiement mobile est omniprésent. Et donc en 2016, la valeur des marchandises achetées à partir de terminaux mobiles a été multipliée par 3, et on parle de 5 000 milliards d'euros. Donc vous voyez que c'est en train d'exploser. Et donc on a même Ben Cavender, qui est directeur au cabinet d'études de marché, donc China Market Research Group, qui déclare: il est tout à fait possible que la Chine devienne dans les 10 ans qui viennent la première ou l'une des premières sociétés sans argent liquide. Et selon lui, le paiement mobile donc en Chine est déjà 40 à 5 fois plus gros que son équivalent aux États-Unis. Autre exemple également, alors dans l'est de l'Inde, dans une ville qui est également connue sous le nom de Vizag, qui est la plus grande ville et la capitale financière de l'État indien d'Andhra Pradesh, et cette ville est prête à devenir la première ville sans cash au monde, donc pour un test donc de 12 mois. Et en 2017, nous apprenons que l'Inde veut éliminer donc l'argent liquide et les paiements par carte, et donc suppression du cash pour 2020, c'est-à-dire dans 2 ans et demi. Et Amitabh Kant donc s'est expliqué dans une réunion en disant que d'ici 2020, dans 2 ans et demi, j'estime qu'en Inde, toutes les cartes de débit ou de crédit, tous les distributeurs de billets, toutes les caisses enregistreuses seront obsolètes, donc complètement dépassées. Et il a souligné que l'Inde est le seul pays au monde qui compte 1 milliard de téléphones, mais aussi 1 milliard de données biométriques. Il s'agit donc de mettre en place un mode de paiement totalement personnalisé, où les échanges ne se font plus que par la reconnaissance de l'individu qui paiera grâce à son téléphone en totale transparence. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'imagine pas que sur des pays comme la Chine, comme l'Inde, que cela puisse se mettre en place rapidement, et on voit que finalement ce sont peut-être eux qui vont être les premiers. Alors sur la zone Océanie, quand on prend le cas de l'Australie, le chef de la technologie de la Banque du Commonwealth prévoit lui aussi
une Australie sans cash. Et il déclare, nous connaissons tous des gens qui font toujours des chèques. C'est un paiement vraiment coûteux, donc nous ne l'aimons pas. On voit une diminution de l'utilisation du liquide chaque année en Australie. Et la question à $1 million, c'est de savoir à quel moment vous arrêtez-vous à cause du coût. Pour le moment, c'est OK, mais il y a probablement une conversation que nous devons avoir dans quelques années avec nos clients. Si vous en voulez vraiment, alors vous allez devoir payer. Donc on se dirige de plus en plus vers ça. Et un autre article également économique posait la question « L'Australie sans cash en 2022 ». Et Elliott Smith, qui est le chef des dépôts de Westpac, eh bien, a déclaré qu'au cours des 12 derniers mois, les clients donc, de Westpac ont augmenté de 200% en utilisant leur mobile comme moyen de paiement. Et il déclare la technologie sans cash, eh bien, c'est l'avenir. Et la cofondatrice de Prezi, donc Claire Morris, a déclaré eh bien, le marché des cartes cadeaux en Australie vaut 4. Donc c'est un marché qui équivaut à 4,5 milliards de dollars chaque année. Et donc les cartes numériques sont plus personnelles que de donner de l'argent en espèces. Vous les avez sur votre téléphone, vous ne les perdez jamais. Et si vous perdez votre téléphone, nous mettons la carte en attente. Alors, on peut se poser la question, bon, l'Afrique n'est pas prêt de passer à une société sans cash. Eh bien, détrompez-vous. Ici, c'est un article dans donc un journal économique qui parle justement de la situation en Afrique du 5 janvier 2017 vers une Afrique sans cash. Et le Nigeria, par exemple, se prépare à devenir le plus grand marché pour les paiements mobiles. Et donc on voit dans cet article la possibilité de payer pour des biens, des services sans argent liquide où une carte est très attractive. Et en Afrique, cette idée est poussée par le besoin de réduire le risque lié au vol. Le portable est idéal parce qu'il est peu cher, omniprésent. Il peut en plus identifier le payeur et le receveur ainsi qu'enregistrer la transaction. Et au Kenya, on voit qu'il en est de même où eh bien, les transactions par mobile au Kenya sont en train également d'exploser. Kigali, au Rwanda, eh bien, délaisse peu à peu l'utilisation des espèces pour privilégier les transactions effectuées par voie électronique. Alors, on nous parle de la Somalie, parce qu'on se dit, oui, mais alors des pays très très pauvres, là, on n'est pas prêt d'y arriver. Eh bien, au contraire, par la force des choses, la Somalie est devenue un pays sans argent liquide. Les Somaliens sont très friands de paiements bancaires par téléphone. Des millions de Kenyans également ont déjà ouvert un compte bancaire via mobile. Et, plus surprenant, cette contagion technologique s'est répandue dans la Somalie voisine, détruite par plus de 2 décennies de guerre civile. Et donc, par la force des choses, les habitants abandonnent peu à peu l'usage de l'argent liquide. Donc, c'est vers ce glissement en termes de paiement, donc par téléphone mobile, que l'on va au niveau mondial. Donc, nous avons vu ce qu'il en était donc, au niveau de ces 3 grandes zones, donc l'Amérique, l'Europe, le reste du monde, et on voit que nous sommes en train d'évoluer vers une société sans cash. Nous avons cet article du 17 mai 2017, HSBC, une société sans cash est en train de se mettre en place, c'est juste une question de savoir pour quand. Également Reuters, le 26 avril 2017, une société sans cash de plus en plus proche, les études le montrent, plus d'un tiers des Européens et des Américains seraient heureux de fonctionner sans cash et de compter sur les formes de paiement électroniques s'ils le pouvaient, et au moins 20% l'ont déjà fait, une étude l'a montré mercredi. L'Express l'expansion, le 18 juillet 2017, le paiement par mobile remplacera-t-il bientôt l'argent liquide? Donc on prend l'exemple des pays scandinaves, suédois, danois, et donc les formes de circulation de l'argent liquide sont en train d'évoluer très rapidement, car l'évolution de la technologie et du numérique bouleverse le système de paiement, explique-t-il, donc Dominique Plion, qui est professeur au Centre d'économie de l'Université Paris-Nord. Il continue, nous allons assister non pas à la disparition de l'argent liquide, mais à celle progressive des formes traditionnelles de la monnaie fiduciaire, billets et pièces. L'utilisation du téléphone portable va devenir le support principal, même pour les petites sommes chez le boulanger. Quelles sont les solutions? Et c'est très intéressant de voir eh bien, cette opposition qu'il y a dans l'Apocalypse où nous trouvons eh bien, ce texte dans Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit donc cette bête que tous
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et on voit que cette marque de la bête eh bien, est en opposition avec une autre marque, ou je dirais un sceau, qui est le sceau de Dieu. Et en Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3, nous lisons « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4, nous lisons « L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Donc nous voyons au travers de cette dualité, au travers de l'opposition entre la marque de la bête et le sceau de Dieu, ceux qui eh bien, trouveront une solution face à cette pression économique. Eh bien, la seule solution, c'est de recevoir le sceau de Dieu. Et recevoir le sceau de Dieu, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui, par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau mondial, comme le dit le texte d'Ézéchiel 9.4, eh bien ce sont ceux qui soupirent, qui gémissent à cause de toutes ces abominations. Ce que nous devons acheter, quelles sont les valeurs refuges? Dans Apocalypse 3.18, eh bien il y a 3 valeurs refuges. La première, on nous conseille d'acheter de moi, donc d'acheter de Dieu, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et à quoi l'or peut-il être comparé? L'or éprouvé par le feu, eh bien c'est la foi qui est agissante par l'amour. Elle seule nous mettra en harmonie avec Dieu. Nous pouvons donc être actifs, accomplir bien des œuvres, mais sans l'amour qui animait le cœur du Sauveur, nous ne ferons jamais partie de la famille céleste. Vous voyez une prérogative, un prérequis très important. C'est ce premier élément, acheter auprès de Dieu de l'or éprouvé par le feu. Donc ça ne sert à rien de faire des œuvres, si nous n'avons pas une foi qui est agissante par l'amour. Et donc, il est important de comprendre que l'homme a besoin d'une puissance extérieure, une puissance bien supérieure à lui, pour rétablir en lui l'image de Dieu. Mais le fait qu'il a besoin de l'aide divine ne le dispense pas d'une action personnelle. La foi est donc demandée à l'homme, c'est la foi qui agit par l'amour et qui purifie l'âme. Le deuxième élément, eh bien, on nous conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et nous lisons quelques versets auparavant que la caractéristique principale de cette 7e église, qui est l'église de Laodicée, c'est de ne pas savoir qu'elle est pauvre, aveugle, misérable et nue. Donc, la première condition avant de pouvoir acheter des vêtements blancs, c'est de prendre conscience de notre état, de prendre conscience de notre nudité. Et ça, c'est pour ça que nous avons besoin d'une puissance extérieure pour comprendre exactement où nous en sommes, combien nous avons besoin d'être transformés. Donc il a été donné à l'Église de se vêtir d'un fin lin, éclatant, pur, sans tache, ni ride, rien de semblable. Et le fin lin, la parole de Dieu nous dit que ce sont les œuvres justes des saints. C'est cette justice du Christ, son caractère parfait, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Alors, ce caractère nous est communiqué lorsque nous nous soumettons au Christ. Notre cœur est uni à celui de Dieu. Notre volonté se confond avec la sienne. Nos pensées donc sont captives de sa volonté. Comme Jésus le disait, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est exactement la démarche que nous devons avoir. Voilà ce que signifie être revêtu de la justice de Christ. Ce n'est pas faire notre volonté. Donc comprendre qu'il y a un enjeu économique, comprendre qu'il va y avoir une pression de plus en plus forte, et peut-être trouver des alternatives face à cela, et nous allons voir qu'il y en a. Mais ne pas rentrer dans un plan où nous prenons conscience que nous avons besoin d'une aide extérieure, et que cette aide extérieure, seul Dieu est capable de nous la donner, parce que seul lui nous voit tels que nous sommes. On peut toujours trouver des excuses. Ah bon, là dans ce domaine, je suis comme ça depuis mon enfance, depuis toute ma vie, donc bon, c'est comme ça, c'est ainsi.
Et souvent on peut raisonner comme cela. Donc il est important que Dieu nous montre exactement tout ce qui en nous doit être changé. Et le troisième élément, c'est que Dieu nous déclare, je te conseille d'acheter toujours de moi un collyre pour oindre tes yeux. Et c'est justement ce troisième élément qui est important parce que nous ne voyons pas les choses telles que nous devrions les voir. Et sans cette aide extérieure, ce collyre, donc c'est cette parole de Dieu, qui rend notre conscience à même d'être convaincu de péché. Et cela se passe souvent par une douleur qui est nécessaire pour que la guérison, notre guérison puisse suivre et que nous puissions voir exactement comme Dieu veut que nous voyions. Et si un seul péché est conservé, ou si une mauvaise habitude est conservée, eh bien la totalité de notre être est totalement contaminée. Donc c'est également ça qui est important. Alors, j'aime beaucoup cette citation qui a été écrite il y a déjà quelques décennies. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes, les établir à la campagne, où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin, car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec les ennemis. Donc, la campagne peut nous offrir une sécurité économique et une sécurité par rapport à des événements qui peuvent se mettre en place. Mais partir à la campagne sans rentrer dans ces trois dimensions, acheter auprès de Dieu de l'or éprouvé par le feu, acheter auprès de Dieu des vêtements blancs et acheter auprès de Dieu un collyre pour voir exactement ce que nous devons voir et comme Dieu veut que nous voyions les choses, c'est aller réellement dans le mur. Et c'est une situation qui n'est pas finalement meilleure que ceux qui restent en ville et qui ne prennent pas conscience du danger. Alors, quelles sont les solutions? Dans Apocalypse chapitre 16, versets 2 et 3, il est dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et ça, c'est un élément intéressant. Ça veut dire que ces phénomènes vont s'amplifier une fois que les serviteurs de Dieu auront été marqués du sceau de Dieu. Cela implique que pendant une période de temps, il nous faut arriver, alors que cette pression économique va devenir de plus en plus forte, à une autonomie totale au niveau d'un terrain, une autonomie totale au niveau de l'eau, de notre nourriture et de l'énergie. Et je terminerai par cette image qui est, je pense, une image très importante pour comprendre comment nous devons nous préparer. Et nous avons une parabole que Jésus va donner, que nous pouvons trouver dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Je vous invite à relire les versets 1 à 12 et également, voilà, donc c'est l'ensemble de ces versets. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Donc, on peut voir que ces 10 vierges sont conscientes que l'époux va revenir et sont même conscients de l'imminence du retour de l'époux. Mais 5 d'entre elles étaient folles et 5 sont sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc il y a un autre élément. Ce n'est pas un quatrième élément que nous pouvons acheter, mais si nous remplissons les 3 premières conditions, eh bien, va en découler ce quatrième élément, c'est-à-dire que nos vases et l'huile dans la parole de Dieu, eh bien, c'est le Saint-Esprit, vont se remplir de plus en plus du Saint-Esprit. Les 2 catégories, nous lisons, de jeunes filles correspondent aux 2 classes de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Donc vous voyez, je dirais, ce ne sont pas des gens qui croient à des hérésies, non. Leur lampe représente la parole de Dieu. L'huile est un symbole du Saint-Esprit. Et dans la parabole, toutes allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes avaient des lampes et des vases pour l'huile, mais 5 ont oublié de remplir leurs petits vases d'huile. Pendant un certain temps, on ne faisait aucune différence entre elles. Ainsi en est-il de l'Église à la veille de la seconde venue du Christ. Tous les chrétiens ont la connaissance des Saintes Écritures. Tous ont entendu parler de la proximité de la venue du Seigneur et attendant avec confiance son apparition.
Mais ce qui s'est produit dans la parabole arrive aussi maintenant. Un délai survient et met à l'épreuve la foi de chacun. Et quand retentit le cri, « Voici l'époux, allez à sa rencontre », beaucoup ne sont pas prêts. Ils n'ont plus d'huile dans leur vase pour alimenter leur lampe. Donc vous voyez qu'ils en avaient, mais pas suffisamment. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit. Toutes avaient des lampes, c'est-à-dire une religion apparente, mais 5 seulement avaient une piété réelle. 5 d'entre elles n'avaient pas l'huile de la grâce. L'esprit de vie en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, n'habitait pas dans leur cœur. Et c'est ça qui est terrible. Je vous invite donc vraiment à prendre conscience que nous devons acheter ces 3 éléments. Et qu'en achetant ces 3 éléments, eh bien nous pourrons voir exactement quelle est notre propre condition, combien nous avons besoin réellement de Dieu. Et j'aime beaucoup également cet épisode lorsque eh bien, Jésus traverse le lac de Galilée et ses disciples font face à une tempête terrible. Nous avons là eh bien, 2 événements. La première épreuve, c'est que eh bien, les disciples sont pris de panique et lorsque Jésus se lève, eh bien, Jésus calme la tempête immédiatement. Et le deuxième élément, c'est que lorsqu'ils accostent, les 2 Gadaréniens viennent à la rencontre de Jésus et les disciples, et on voit que les disciples eh bien, prennent la poudre d'escampette, et la deuxième épreuve, ils sont encore terrorisés. Et la grande leçon au travers de ces 2 événements de la vie des disciples, eh bien, c'est face à ce qui est devant nous, de ne pas fuir, mais au contraire, de faire face, non pas par nos propres forces, non pas par notre autorité, mais en nous réclamant de l'autorité de Jésus, parce que ce ne sera alors et seulement alors eh bien, que nous pourrons traverser tous ces événements et, mettre en place des solutions qui nous aideront à tenir le plus longtemps et aider ceux qui eh bien, n'auront pas eu forcément le temps de se préparer et qui devront quitter précipitamment, un petit peu comme Lot, qui est parti tellement tard. Eh bien, nous voyons le coup que cela a eu. Eh bien, sa femme s'est retournée, regrettant toute cette vie qu'elle laissait derrière elle. Et on voit que ces 2 filles, après, ont fait des choses vraiment terribles avec leur père. Donc, on voit l'importance de cette préparation. Et pour nous, aujourd'hui, Paul dit, toutes ces choses ont été écrites pour vous qui êtes arrivés à la fin des temps. Que tout cela nous serve de leçon, que nous puissions nous préparer et que nous puissions créer des groupes pour préparer tout cela de manière pratique, mais également de manière spirituelle. Que Dieu vous garde, à très bientôt.